Bonjour à toutes et à tous. En ce mois canadien de la sensibilisation de l'emploi des personnes en situation de handicap, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire du CCPH portant sur l'adaptation des milieux de travail aux personnes en situation de handicap. Je m'appelle Pascale Chanou, je suis la coordonnatrice du comité consultatif personnes handicapées. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ou peu, c'est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi à l'égard des personnes handicapées. Donc, vous l'avez compris, c'est moi qui serai votre animatrice pour ce webinaire. Alors, je veux aussi, évidemment, souhaiter la plus cordiale bienvenue à mes 4 conférencières et à mon conférencier. Caroline, Christine, Daniel, Anial et Andréane. Merci encore d'avoir accepté de participer à ces webinaires. Hein, c'est d'ores et déjà très apprécié. Alors, comment le webinaire va se dérouler? C'est simple, je vais converser plus d'une dizaine de minutes avec chacun et chacune de mes invités et s'en suivra une période de questions, sans doute d'une quinzaine de minutes si c'est possible. Avant de débuter, des petites précisions d'ordre logistique. Vous le savez, le webinaire va être enregistré. Il n'y a pas vraiment d'enjeu pour vous. Là, vos caméras et vos micros sont fermés tout au long de l'activité. Vous l'avez vu, nous avons aussi 2 interprètes LSQ, c'est Michel et Jerry. Bonjour à vous 2, puis merci de nous accompagner dans cette activité. Et pour la période de questions, et sauf exception, nous allons fonctionner par écrit. Alors, vous avez une fenêtre qui a été mise à votre disposition pour ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à poser des questions pendant que moi, je converse avec mes invités. Alors, on va tout de suite commencer. Je suis très heureuse de le faire avec Caroline Lebeau. Donc, Caroline, bonjour. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Oui. Caroline, toi, tu es conseillère équité, diversité, inclusion à Hydro-Québec. Donc, tu vas nous parler de cette question des adaptations du point de vue, évidemment, d'un employeur. Alors, on va commencer. Donc, à Hydro, quand et où commencent et où finissent les adaptations? Ça, c'est souvent une question que se posent les employeurs, là. Où ça commence, où ça finit? Excellent. Merci Pascal. En fait, ça débute sur notre site Internet où on indique aux candidats de nous informer s'ils ont des besoins particuliers pour des adaptations ou de l'accompagnement. Un accompagnement qui peut être fait aussi par un organisme externe durant les entrevues ou autre. Ça peut être aussi un logiciel pour quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage. Ensuite, au-delà du site Internet, dans l'affichage de poste, on indique également de nous contacter s'il y a des besoins, puis on répète l'information dans le courriel d'invitation à l'entrevue. Donc, on pense que c'est important que la personne ait tous les outils nécessaires ou le soutien pour bien performer déjà en entrevue. Et puis, on sensibilise notre personnel acquisition de talent aux ressources humaines là, par rapport aux différents besoins que les candidats potentiels peuvent avoir. D'accord. Donc, ça, c'est Bon. au niveau du recrutement, mais ensuite… Oui, donc ensuite, j'ai un exemple en fait de notre programme de stage d'été où on est dans le recrutement, mais on fait le suivi durant tout au long du parcours pour les étudiants de niveau collégial ou universitaire. Donc, il y a des rencontres préparatoires aux entrevues d'embauche pour s'assurer de répondre à toutes les questions. Et puis, il y a des étudiants qui nous mentionnaient avoir choisi Hydro-Québec pour leur stage parce qu'on avait justement mis de l'avant des stratégies, puis on les accueille ouvertement avec leurs besoins d'adaptation ou leurs besoins d'accompagnement. Il y a un soutien qui est offert tout au long du stage, pas seulement à l'arrivée, parce que certains étudiants peuvent changer d'équipe au cours du stage parce que c'est une exploration aussi parfois pour un choix de carrière. Donc, essentiellement, on veut s'assurer que les adaptations sont maintenues et connues
tout au long de l'été, de leur stage d'été, par exemple. Donc, ça se poursuit tout au long de la carrière, en fait, suite à l'embauche de la personne, son maintien en emploi. On a une collègue dans l'équipe qui a un mandat exclusivement pour ça, avec les partenaires internes, pour mieux comprendre la réalité et les défis des personnes qui deviennent en situation de handicap au cours de leur carrière. Parce Ah, qu'on veut OK. s'assurer qu'ils aient les bonnes adaptations, puis les bons accommodements tout au long de la carrière s'il y a un changement d'état, en fait. Donc, s'assurer effectivement, puis là, on se penche beaucoup sur ces questions-là, comment les postes, les tâches, comment on peut trouver les stratégies qui sont bien adaptées pour pouvoir bien les soutenir là, dans l'exécution de leurs tâches puis de leurs fonctions. D'accord. Donc c'est attractif aussi, ce que vous proposez, déjà au niveau du recrutement, hein, c'est ça, en termes de candidature? Oui, puis on a la chance d'avoir là, depuis quelques semaines une conseillère en éducation spécialisée qui nous appuie autant OK. santé que équité, diversité, inclusion, que les ressources humaines pour des stratégies concrètes pour bien comprendre les besoins là, finalement des employés ou des candidats. Donc, cette personne-là, c'est un élément clé pour nous parce qu'elle fait le pont aussi avec les centres, les centres de réadaptation ou les centres d'intégration en emploi. Ouais. Donc, pour nous, c'est important. C'est un nouveau poste dans l'organisation qu'on apprécie beaucoup. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux nous donner un ou des exemples de traitements de besoins particuliers d'adaptation que vous avez, vécu, les grandes étapes et cetera? Oui, mais en fait, tout d'abord, on a centralisé les coûts pour les besoins d'adaptation. Donc, le gestionnaire de son équipe est plus responsable d'absorber ou d'assumer ce qui pouvait peut-être être un frein pour certains parce qu'on pense que les coûts sont élevés pour des adaptations alors que ce n'est pas le cas du tout. Mais essentiellement, on a décidé de centraliser tous ces coûts-là. Et puis, ça nous permet aussi de mieux comptabiliser quel type d'accommodement, quel type d'adaptation on peut avoir de besoin, puis d'être plus en prévention, puis d'avoir une liste plus exhaustive de matériel à offrir, par exemple, au niveau des troubles d'apprentissage ou autres, ou du matériel plus physique. Donc, essentiellement, les demandes sont faites de façon générale à santé, qui transmettent un document au gestionnaire avec les informations nécessaires pour les adaptations. Et Quand puis, tu au dis besoin, on fait affaire avec à santé, c'est une ressource santé, c'est ça? oui, c'est ça. On a un département de santé. Ah Donc, oui, OK, d'accord. il y a des collègues là, qui reçoivent ces demandes-là, puis qui peuvent faire des recommandations sur les adaptations à mettre en place pour le poste ou dans l'environnement de travail ou au niveau des interactions. Et puis, au besoin, on fait affaire avec des spécialistes, des ergothérapeutes ou qui vont apporter plus de précision ou aller faire des visites sur le milieu de travail pour bien adapter là, finalement en fonction des besoins de la personne. Puis on se souvient que la personne aussi se connaît souvent bien, elle-même connaît ce qui fonctionne bien. Donc, on mise aussi sur cet aspect-là. Donc, que ça soit quelqu'un qui a une limitation au niveau d'un bras, qui pourrait avoir de la difficulté à transporter son matériel hein, depuis qu'on est en télétravail, on peut peut-être fournir un ordinateur à la maison, un sur le milieu de travail pour éviter les déplacements. On peut avoir les rampes d'accès, la hauteur des boutons dans les ascenseurs pour certains. Au niveau la personne qui peut être une basse vision, non-voyante, de vraiment s'assurer d'assigner un poste de travail parce que là, souvent, ça devient aléatoire, parce que c'est En dans mode les milieux hybride, de ouais. travail, Mmh. en mode hybride. Sinon, les logiciels, pour les personnes qui peuvent avoir un trouble d'apprentissage, donc de s'assurer qu'on a le bon logiciel. Et puis, que ce soit même pour les situations de handicap non visible, anxiété ou autres besoins particuliers, en fait, on essaie de trouver des stratégies, entre autres avec notre éducatrice, et on a créé un couloir direct avec l'informatique. Donc, quand on a besoin d'avoir des logiciels grossissants, quand on a besoin qu'on ait rapidement le matériel, bien, on a une petite équipe qui est ciblée, puis avec qui on travaille de façon récurrente. Donc, on peut avoir un point de contact rapide, puis il commence à s'habituer, là, justement. Ah oui, parfait, cette personne-là a une base vision, donc dans la façon de m'adresser à elle, ou c'est sûr qu'on veut que ça soit pour toute l'organisation, mais on a vraiment des équipes d'experts là, avec qui on travaille là, pour faciliter cette mise en contact-là avec les centres de rédac quand c'est le temps de parler de type de logiciel. Donc, c'est très apprécié. Là. Surtout au niveau informatique, c'est un outil de base pour plusieurs, l'ordinateur. Donc, de s'assurer que les candidats ou le personnel ont tout le matériel qu'il leur faut. Oui, c'est ça. Puis la question du délai, on va y revenir, c'est vraiment important aussi, le Oui, délai des réponses d'adaptation. Est-ce que définitivement. oui, c'est ça.
est-ce qu'il y a des politiques, des procédures ou tu as commencé à en parler là, mais d'autres, politiques, procédures ou outils dont vous êtes dotés justement pour traiter les demandes? Oui, mais en fait, actuellement, l'inclusion est une des 4 valeurs de l'organisation. Donc, ça démontre à quel point, fondamentalement, on veut que les adaptations, on veut que ça soit mis en place pour que ça fonctionne bien. C'est une priorité, en fait, de notre PDG, Sophie Brochu, de favoriser l'inclusion. On est Mmh mh. 7 dans l'équipe équité, diversité, inclusion. Puis, on sent qu'il y a une volonté de tous les membres de l'organisation. Il y a 23 000 employés chez Hydro-Québec. C'est une population dont 83 des employés sont syndiqués. On a 8 conventions collectives. Donc, on travaille de façon multidisciplinaire avec l'équipe équité et diversité, les ressources humaines, les conditions de travail, tout le volet légal, le médical, le syndical, puis bien sûr, les employés. Fait qu'on aborde des questions encore, personnes en situation de handicap, personnes handicapées, neurodiversité. On est en train de se doter de définitions communes, de bonifier nos processus, puis de soutenir les personnes en situation de handicap, qu'elles soient de façon temporaire ou permanente, les adaptations, parce qu'on a différents types de bureaux sur le terrain, donc les postes sont assez variés, mais essentiellement, on y va par projet pilote aussi, où on essaie des stratégies, on se mobilise tous ensemble et il y a des initiatives là, pour rendre les milieux plus inclusifs. On fait beaucoup de groupes de réflexion avec les employés, par exemple avec nos collègues à l'informatique, au développement durable, aux communications. Ouais, On rencontre fréquemment des sous-groupes pour tester des initiatives. d'accord. Je sais que tu voulais parler aussi de quelque chose qui risque d'être implanté chez vous là, qui a l'air de vous inspirer et qui pourrait être utile pour d'autres milieux. C'est le passeport accessibilité, hein. Si tu Oui. veux déjà en parler, rapidement, pour attirer l'attention des participants là-dessus? Oui, en fait, le passeport pour l'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada, on trouve que c'est un bel outil, où ça favorise la collaboration à la fois entre les employés et les gestionnaires pour déterminer c'est quoi les besoins, les dispositifs, les outils, les mesures de soutien. Et puis, le fait que l'employé soit aussi au cœur pour l'aider à bien répondre à ses besoins, éviter de répéter les demandes quand l'employé change d'un emploi à l'autre à l'interne. On pense que c'est un modèle qui peut permettre de documenter, mais d'axer vraiment sur les forces de l'individu, ses besoins, puis les outils qui permettent, puis ça permet aussi de bien les colliger, puis d'avoir une liste plus exhaustive des besoins dans l'organisation également, puis comment on peut soutenir les employés. Donc, essentiellement, c'est vraiment au-delà de l'obligation légale, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, puis qu'on veut que tout soit outillé là, pour qu'il y ait une place pour chacun des talents dans l'organisation. C'est comme un historique des adaptations que vous pourriez, parce que vous êtes une grosse organisation, utiliser à l'interne, mais qui pourrait être utilisée d'un employeur à l'autre, puisque c'est la personne qui se promène avec là, en quelque sorte, hein, c'est ça, Caroline? Exactement, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment, puis ça part de l'individu aussi, tu sais, ça répond à ses besoins, puis il y a vraiment un échange avec la gestion, puis c'est documenté, puis je sais que au niveau fédéral, justement, ils sont en train de développer la structure numérique, mais il y a beaucoup d'organisations déjà qui collaborent, puis qui envoient la plus-value. C'était d'ailleurs une idée qui provenait de comités d'employés, donc c'est toujours extraordinaire là, quand ça, les employés apportent des idées comme celle-là. D'accord. Merci, Caroline, on verra après les questions qui s'en Merci, viennent, Pascal. merci. Je vais passer maintenant à Christine, c'est un plaisir évidemment de t'accueillir, Christine aussi, donc toi tu travailles, comme enquêtrice charte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et tu es atteinte d'une maladie qui te cause une basse vision. Donc, Mmh. évidemment, tu vas nous parler du point de vue d'une personne qui est au cœur de ces affaires-là d'adaptation. Alors, ton témoignage est vraiment précieux. Est-ce que tu peux nous parler, au fil de ta vie professionnelle, un peu de quelques demandes d'adaptation, que tu as faites et la Oui. façon Mmh. dont les employeurs concernés ont répondu à ces demandes-là? Oui, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup la définition de situation de handicap parce que dépendamment du milieu professionnel dans lequel j'ai été, ça a toujours été différent, les différentes demandes d'adaptation que j'ai eu à faire parce que
que ce soit les tâches qui étaient différentes, que ce soit les technologies qui étaient utilisées dans ce milieu-là qui étaient différentes. Alors, j'aime bien cette définition-là de l'interaction entre la réalité biologique et l'environnement qui crée le handicap, finalement. Si je pense, par exemple, à quand j'ai travaillé pour le ministère de la Justice du Québec, à ce moment-là, à cette époque-là, tous les dossiers étaient encore physiques. Donc, je devais absolument agrandir, étant donné que j'ai une base vision, donc agrandir les documents écrits via un appareil qu'on appelle une télévisionneuse. Alors, c'est simplement un plateau mobile qui reflète sur un écran et avec certaines fonctions d'agrandissement, de changement de contraste, qu'à ce moment-là, je pouvais faire mon travail. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas... il n'y avait pas eu tant la question d'adapter le logiciel interne, étant donné qu'on pouvait repartager un petit peu, redistribuer les tâches parce que j'avais besoin seulement d'un seul fichier pour chacun de mes dossiers. Donc, tout simplement, à cette époque-là, ce qu'on avait choisi de faire, on trouvait que c'était beaucoup plus simple que de demander à ce moment-là à une personne pour qu'elle me sorte ce fameux fichier-là et que je n'ai pas besoin d'interagir constamment et puis avoir toute la question de l'accessibilité du logiciel interne. Par opposition à ça, maintenant, je travaille à la Commission des droits de la personne. Le logiciel interne, c'était extrêmement important que j'y accède, étant donné que tous les documents, tous les dossiers sur lesquels je travaille sont numérisés. Alors, c'était vraiment important. Donc, ça a été un défi pour l'équipe informatique de rendre tout ça compatible avec moi, mon logiciel qui agrandit et lit aussi. Parce que pour lire énormément, pour moi, c'est beaucoup plus facile si je le fais en audio. Mais comme ces technologies-là sont souvent pas encore tout à fait au point, c'est toujours plus facile, dans le cas où j'ai une base vision, d'utiliser aussi ma vision. Donc, on agrandit, puis je fonctionne aussi en audio. Alors, alors que, pour vous donner un autre exemple complètement différent, on me change d'environnement. J'ai travaillé pendant 3 ans en télévision. Et à ce moment-là, j'avais besoin de pratiquement aucune adaptation. Alors, c'est vraiment le produit de l'interaction de ma réalité biologique, qui est la maladie de Stargardt, avec l'environnement qui crée, en fait, ces situations-là de handicap, plusieurs ou moins, dépendamment de la situation. C'est ça. Et puis, les délais, on en parlait un peu avec Caroline, dans lesquels tu as obtenu tes réponses. Est-ce que c'est important, Christine, les délais de réponse? Oui, c'est sûr que je suis consciente que c'est souvent, parfois, on est les premiers dans l'organisation. Donc, parfois, il y a des délais. C'est tout à fait compréhensible. Puis, il y a des délais aussi de s'adapter en tant qu'équipe, au-delà de l'adaptation. Mais je pense que un piège à éviter, en tout cas, ce serait vraiment si on tire un peu une leçon de ce que je peux avoir vécu, c'est que parfois, si les délais sont trop longs, ça risque d'épuiser la personne en situation de handicap. Dans le sens où il y a une sorte de suradaptation qui se met en place parce qu'on veut performer nous aussi, on a des cibles à atteindre, on a un nombre, par exemple, de dossiers à compléter par telle date. La période d'essai. Exactement. Ouais. Mais c'est sûr que si pendant tout ce temps-là, je suis en suradaptation et même après, ça peut devenir assez épuisant rapidement. Alors, je ne souhaite pas ça. C'est sûr que je pense pas que ça provient d'une mauvaise intention, mais c'est juste que de l'avoir en tête, de se dire, on va essayer de ne pas trop étirer ça dans le temps. On va essayer de trouver, au pire, trouvons des adaptations temporaires pendant ce temps-là, puis tout en travaillant sur les adaptations qui, idéalement, devraient être mises en place. D'accord, parfait. C'est intéressant de regarder aussi les rôles et responsabilités de chacune et chacun dans cette affaire-là. Celle de la personne en situation de handicap, des autres acteurs. Est-ce que tu peux me parler plus de cet aspect-là, Christine? Oui, en fait, souvent, on parle de situation de handicap pour justement bien rétablir un peu l'équilibre des responsabilités. Donc, tous les gens qui nous entourent, en fait, qui ont un rôle à jouer dans cette création d'adaptation-là, ont une responsabilité pour que cette charge-là, qui pendant trop longtemps a été simplement mise sur les épaules de la personne qui vit la situation, soit beaucoup moins lourde, finalement, cette charge-là. Donc, c'est sûr qu'on reste au cœur de la demande d'adaptation, selon moi, parce qu'on est la meilleure personne
qui peut vous indiquer nos besoins, c'est sûr, parce qu'on peut être face à deux personnes qui ont une basse vision comme moi, deux situations qui peuvent être potentiellement tout à fait différentes, parce qu'on chacun individuellement, on s'adapte ou on a des manières de s'adapter, de pallier à notre handicap de manière différente. Donc, c'est important de ne pas présumer non plus et de toujours partir de la personne, selon moi. C'est sûr qu'on peut être accompagné, même cette personne-là, on peut être accompagné pour être capable de bien exprimer nos besoins, mais selon moi, il faut toujours vraiment partir de cette personne-là. C'est super important parce que parfois, on est bien intentionné encore une fois, mais c'est pas... Moi, j'ai le souvenir d'ailleurs qu'on ait pensé que je ne pouvais pas faire le travail alors qu'on n'a juste pas eu la discussion et que j'ai pas pu faire le travail finalement. Tout simplement parce qu'on a pensé que je ne pouvais pas le faire dans ce contexte-là, alors que dans les faits, ça aurait été le contexte idéal. C'est juste qu'on n'a pas pu avoir cette discussion-là à cause de cette présomption-là. Alors, voilà. Le poids des préjugés, c'est ça, le poids de certains préjugés. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a un rôle qui demeure quand même au cœur, mais de toujours s'assurer que cette charge-là ne demeure pas seulement sur nos épaules et que tout le monde en prenne un petit peu cette charge-là, qu'on se la redistribue pour que tout le monde ensemble, on puisse réussir à accéder au résultat qui est l'adaptation finalement du poste. Oui, c'est ça. Puis on parlait aussi de la question de l'autodivulgation au départ. Là. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans le parcours, ton parcours professionnel, cette affaire-là, ou bien? Oui, effectivement. J'ai fait un peu de l'essai-erreur. Au tout début, je pense que j'étais un petit peu... des fois peut-être un petit peu naïve, malheureusement, en me disant, mais je vais le dire dès le départ, on va reconnaître en même temps que oui, je peux avoir une faiblesse, mais j'ai une force tout à fait équivalente à cette faiblesse-là. Mais malheureusement, je pense qu'il y a effectivement encore trop de préjugés. Et des fois, le processus de sélection fait en sorte qu'il se termine peut-être beaucoup plus rapidement. Donc, à force d'essais-erreurs, ce que j'ai voulu faire, parce que c'était quand même extrêmement important pour moi de conserver une relation qui était basée sur la confiance dès le départ. Donc, effectivement, peut-être que je ne le dis pas dans ma lettre de présentation, j'aimerais ça qu'un jour, je puisse me sentir tout à fait en confiance. Je pense que, honnêtement, chez Hydro-Québec, je me sentirais tout à fait en confiance de l'indiquer. Mais c'est pas, on n'est peut-être pas encore rendu là pour toutes les organisations, mais on travaille dans ce sens-là, en tout cas. Bref, j'attends la fin du processus de sélection idéalement. Parfois, c'est pas possible, étant donné qu'il y a peut-être des examens à faire, des trucs comme ça, où je vais demander à ce moment-là d'avoir accès à des technologies. Mais ou tout simplement, j'apporte mes propres technologies pour pouvoir faire ce qu'on me demande. Mais idéalement, là, c'est d'attendre à la fin de l'entrevue pour présenter certains outils que j'utilise et en même temps, donc, présenter, voici problématiques, solutions. Et puis, c'est très tangible à ce moment-là pour l'employeur. On peut en discuter. Puis, pour moi, je suis très, très ouverte à en parler. Mais je veux juste m'assurer que j'ai droit au même processus de sélection que les autres pour vraiment faire valoir mes forces. Oui, d'accord. Donc, cette histoire de divulgation, c'est toute une évolution aussi pour la personne en situation de handicap. Oui. Tu parlais des responsabilités partagées. Est-ce que elle varie justement au moment du processus de recrutement? Est-ce que les employeurs ont des responsabilités particulières? On n'a pas regardé ça. Comment tu vois ça? Oui, pendant le processus de recrutement, effectivement, c'est certain que si on veut en avoir des gens en situation de handicap, qu'on veut être inclusif, en fait, dans notre milieu de travail, c'est super important que notre processus de recrutement soit le plus accessible possible. C'est sûr qu'on peut avoir une pensée en amont lorsqu'on décide du type de processus de sélection qu'on va utiliser, mais en même temps, je suis consciente que c'est peut-être pas nécessairement évident d'être le plus inclusif possible dès le départ, mais c'est certain que si jamais on a une demande, à ce moment-là, il faut essayer de faire en sorte que ça peut le rendre accessible à ce moment-là sur une base individuelle. Donc, je pense qu'il y a autant le travail en amont,
quel type de processus de recrutement est-ce que je peux faire qui soit le plus inclusif possible. Et quand je n'ai pas réussi, malheureusement, parce que parfois, c'est pas possible, ou que j'ai tout simplement oublié un élément, ben, à ce moment-là, sur une base individuelle, de faire cette possibilité-là là, d'adaptation du processus. Oui, d'accord. Différentes formules. Et de ne pas avoir peur, parfois, c'est juste le fait d'en parler. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement la technologie à l'interne, mais peut-être que la personne, elle y aurait accès grâce à un centre de réadaptation, grâce à ses propres moyens. Donc, de ne pas avoir peur que si jamais on n'a pas nous-mêmes déjà au sein de notre organisation ce qu'on aurait besoin au niveau matériel, c'est quand même, en parlant, on peut trouver des solutions. C'est ça. On va voir avec Andrea de l'accompagnement, justement, et puis les ressources possibles aussi. Tout n'est pas non plus à charge de l'employeur. C'est ça que tu dis, Christine, là. On peut en parler, exactement. Puis il y a des organismes qui peuvent nous aider, que ce soit la personne elle-même, que ce soit des organismes. On peut trouver une solution, là. Oui. Merci Christine, déjà pour cette première intervention. Je vais passer je vais passer à Daniel, donc mon troisième invité déjà. Donc bonjour Daniel. Bien, bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Oui, avec plaisir. Donc toi, tu es conseiller syndical au syndicat des employés et employés de services. Donc c'est la section locale 298, la filiale à la FTQ. Donc c'est à ce point de vue-là que tu vas nous apporter plus particulièrement aujourd'hui. Déjà, les membres syndiqués que tu accompagnes, ils ont quel type de handicap, Daniel? Bien, en fait, il faut dire que moi, j'ai une entreprise qui est adaptée, puis j'ai des entreprises régulières. D'accord. Alors, dans mon entreprise adaptée, j'ai un melting pot de tout. J'ai des gens qui ont des handicaps physiques, visuels, j'ai des gens souffrant de surdité, problèmes psychiatriques. On a le tout. Puis dans l'entreprise régulière, ben, j'ai de tout aussi. D'accord. Donc, vraiment la population dans tous ces types de handicap, en fait, la diversité au sein de la population handicapée. Évidemment, la question que je vais te poser, c'est normal. C'est quoi les rôles et responsabilités, on n'en parle pas assez souvent selon moi, d'un syndicat sur ces questions-là? Ben, en fait, on va commencer avec mon entreprise adaptée. C'est sûr que je vais avoir un rôle plus important parce que souvent, je vais avoir un rôle même d'intervenant avec mes membres parce qu'ils sont plusieurs, c'est un gros groupe. Puis souvent, ben, ils vont m'appeler seulement pour parler. C'est souvent comme ça. Oui, écoute. Souvent, ils vont m'appeler parce qu'ils s'ennuient. On va travailler avec l'employeur aussi pour l'adaptation du milieu de travail. On va faire aussi des rencontres plus fréquentes des comités de relations de travail. Au niveau de mes milieux réguliers, ben, c'est plus au niveau de l'adaptation suite à un accident de travail. Accommodement raisonnable pour un emploi convenable. Ça va être plus de ce type d'intervention. Oui, exactement. Peux-tu juste nous dire rapidement les milieux de travail réguliers, c'est lesquels, Daniel, dans lesquels toi tu es? Ah mon Dieu, j'ai des résidences privées pour aînés, j'ai des usines, j'ai du communautaire. Ça aussi, j'ai de tout. Oui, c'est varié. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'intervention? Donc, à partir de cas concrets, là, des exemples concrets d'intervention que tu as pu faire qui étaient nécessités à partir de besoins d'adaptation des personnes? Ben, suite à un accident de travail, une préposée aux bénéficiaires s'est blessée, elle ne pouvait plus faire son travail de manière normale. Suite à des atteintes permanentes, on a fait un accommodement raisonnable que la personne préposée aux bénéficiaires pouvait faire passer les médicaments dans un RPA qu'on appelle loi 90, puis pas faire les tâches physiques autant. Autant une infirmière auxiliaire aussi qui ne pouvait plus aller faire les tâches physiques, pouvait faire plus des tâches cléricales au niveau des évaluations de soins, comme ça. C'est sensiblement ça que j'ai fait, moi. Oui, d'accord. Et auprès de qui tu interviens, Daniel? On parlait des différents acteurs aussi. Peux-tu nous en parler plus en détail de ça? Au niveau du régulier?
Oui, au niveau, admettons, dans les 2 cas que tu viens de nous citer là, tes 2 collègues Ben, c'est avec la CNESST et oui, avec l'employeur. d'accord, À ce moment-là, ben, moi, je vais m'asseoir avec l'employeur, voir si on peut trouver un emploi convenable, puis adapté. On va faire le tour vraiment de l'entreprise pour voir quelle sorte de travail la personne peut faire pour ne pas perdre le lien d'emploi. OK, OK. Mais tu me parlais de l'accompagnement que tu faisais auprès des personnes directement aussi là, tu peux-tu le développer? Oui, oui, bien, à ce moment-là, je vais les rencontrer, puis écoute, évidemment, je vais avoir son, euh, son médical pour pouvoir évaluer avec elle. On va aller voir au niveau des ressources humaines avec elle. Oui, C'est ça, on va faire vraiment le tour de ses limitations. On va aller voir aussi de ses intérêts. OK. Et est-ce que, parce que tu me parlais à un moment donné, c'était intéressant du deuil. Du deuil. Oui, parce que, exemple, une infirmière auxiliaire qui fait son travail, qui fait ses soins complets, intégraux, là, tout d'un coup, ben, elle ne peut plus faire Mmh, ses soins. Elle doit se limiter à des tâches strictes. Ben, c'est sûr qu'il y a un deuil à faire parce qu'elle, elle voulait devenir infirmière auxiliaire, infirmière, donner les soins complets, mmh. puis de se limiter. Ben, c'est sûr qu'on va avoir une relation d'aide avec cette personne-là parce que lorsque elle perd la possibilité de faire son métier, mais c'est ça. C'est souvent une relation d'aide qu'on fait aussi. Dans des cas de CNESST, c'est beaucoup ça. Oui, oui. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, l'écoute. Heu, les conventions collectives, c'est important d'en parler avec l'acteur syndical parce que c'est dans le décor aussi des adaptations. Là, Caroline a évoqué un peu ses interlocuteurs syndicaux tout à l'heure. Hem, est-ce que, comment les conventions collectives peuvent prendre en compte justement, les besoins d'adaptation, Daniel? Mais dans mon cas d'entreprise adaptée, il y a un préambule qui explique que l'entreprise doit avoir un pourcentage de personnes en situation de handicap avec des personnes avec contrat déterminé ou indéterminé, qui fait affaire avec le CEMO, avec Emploi Québec, ainsi de suite. Dans une Mmh. convention collective qui est dite régulière, à ce moment-là, on ne va pas inclure de clauses. On va se baser plus sur le LATMP, la loi sur la santé et sécurité, maladie professionnelle, la Charte des droits et libertés pour pouvoir faire un accommodement raisonnable pour un emploi convenable. D'accord. Puis tu me parlais des ententes spécifiques, hein. On Oui, parlait de la convention collective. Peux-tu développer cet aspect-là, oui, Daniel? c'est justement, quand je dis Oui, en entente spécifique, ça ne va pas être intégré à la convention collective. Ça va être vraiment une entente avec l'employeur, comme je disais précédemment, pour trouver un emploi convenable à la personne. Fait qu'on va, c'est vraiment, comme je disais, on s'assoit avec la personne, avec l'employeur, on fait le 360 pour l'intégrer à ce moment-là. Puis c'est une entente qui est faite entre le syndicat, l'employeur et la personne salariée avec la CNESST. et l'entente dure autant que la convention collective, hein, c'est ça? Ben, ça dépend. C'est Ah, indépendant. On OK, prend une entente avec la personne, là. d'accord. C'est intéressant de regarder aussi, toi, comme acteur syndical, si tu as eu à gérer des situations de collègues de cette personne-là, hein, pour lequel on fait des adaptations. Comment peut-être les exécutifs aussi, hein, c'est possible. C'est quoi le travail, que tu fais à ce niveau-là, toi, Daniel? Ben, c'est au niveau de la conscientisation, là. Faut Ouais, conscientiser les gens, parce que des fois, il y a toujours des gens, oui, mais moi, lui, il a été accommodé, pas moi. Mais il faut vraiment conscientiser les gens, tu sais. Est-ce que tu aimerais mieux avoir euh, un déficit au niveau physique, intellectuel ou quoi que ce soit? Tu sais, fait qu'il faut vraiment, c'est la conscientisation. Puis quand tu conscientises tes exécutifs, eux peuvent conscientiser leurs membres à leur tour. mmh, C'est vraiment il ça. y a comme, plusieurs étapes. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations aussi, et puis pour moi ça a un rapport aussi avec ça, où les réponses qui étaient apportées,
pouvait convenir à d'autres personnes que la personne à partir desquelles la question s'était posée. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de l'accommodement Oui, raisonnable? Oui. exactement. Bien, c'est sûr que si la personne a vu que Madame X a eu un accident de travail puis qu'elle a pu être adaptée, c'est sûr que la personne qui, qui s'est blessée et qui a une atteinte permanente, ben, elle va peut-être avoir des attentes. Puis elle va se dire, ben, ils ont adapté la dame avant moi, peut-être que puis c'est le rôle du conseiller syndical, puis c'est le rôle de l'employeur aussi, de faire le tour puis d'adapter le travail pour ces personnes-là. Oui, Parce qu'ils oui, n'ont pas demandé à être blessés ou quoi que ce soit. bien Tu sûr. sais. Non, 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 tout à fait. D'accord. Merci, merci Daniel, déjà pour ce premier round. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole. Je suis très heureuse de converser avec toi, Nial. Donc, bonjour Nial. Oui, bonjour. Donc, toi, Nial, tu as occupé différents emplois au fil de ta vie professionnelle, notamment comme agent de bureau. Actuellement, tu es en recherche d'emploi, donc avis aux employeurs qui nous regardent. Donc, tu es aussi une personne malentendante. Donc, avec toi, on va, comme avec Christine, là, on va écouter un autre témoignage d'une personne directement concernée par la question. Donc, tu m'expliquais que quand tu as commencé à travailler, tu portais des appareils auditifs. Donc, tu commences à travailler, c'était ton premier emploi, donc au ministère de l'Agriculture. Est-ce Oui. qu'avec tes appareils auditifs, il y a des obstacles particuliers que tu rencontres? Comment ça se passe, Nial, pour toi, ce premier emploi-là? Oui. OK. Moi, mon premier emploi que j'ai reçu, c'est le ministère de l'Agriculture de la Pêcherie. C'était un programme spécial pour les personnes handicapées avec un D'accord. problème auditif. Donc, Ok. on savait déjà que j'avais un problème auditif. Et le genre d'emploi, c'était accessible facilement pour une personne parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en contact avec des personnes. Donc, je travaillais avec l'ordinateur. C'était pour Oui. entrée de données et correction des données. Ok. Donc, en général, c'était correct. Moi, j'avais un patron, donc c'était presque tout le contact, c'était juste moi et mon patron. Ok. Il avait son bureau et mon bureau était en face, un petit bureau en face. Ils étaient ouverts les deux l'un sur l'autre. Donc, ça se passait bien parce que je voyais mon employeur. Si je n'ai pas entendu, si je n'ai pas compris, je voyais bien mon employeur. Ça m'aidait beaucoup. Oui. Mais dans la communication, je dis comme il savait que j'étais déjà malentendante et avec des appareils, on entend, mais on ne comprend pas. Ok. Ça, c'est important que tu le dises. Ouais. Oui. Je faisais beaucoup de lectures labiales, ça aidait. Donc, quand je parlais avec lui, je devais être face à face. Ça facilite les choses. S'il vient de me parler d'en arrière, je ne veux rien comprendre. Donc, toujours, il faisait attention et moi, je faisais attention, moi plus, parce que lui était un vieux monsieur. Ah, Donc, en plus. je faisais plus Peut-être sourd attention. aussi. Oui. Mais c'est ça, et c'est pas facile. Les vieux monsieur aussi n'articulent pas très bien comme les vieux monsieur avec des petits lèvres. Oui, C'est oui. pour ça. D'accord. Alors, la job était à moi plus de faire l'effort pour bien comprendre. Et quand je ne comprends pas, je faisais répéter, répéter, répéter. En ce moment, je ne connaissais pas d'autres moyens qui pouvaient m'aider. Par exemple, maintenant, avec les progrès technologiques, il y a beaucoup de façons qui aident les personnes malentendantes avec des appareils auditifs à recevoir, par exemple, la parole directement dans l'appareil, ça aide. OK. Alors, ça s'est bien passé, puis c'est comme l'environnement était correct Propice. pour ma situation. D'accord, parfait. Là, ensuite, donc ta vie professionnelle se poursuit. Puis, une chose intéressante aussi pour toi, en 2001, tu reçois, donc, tu m'as expliqué, un implant. Et en 2002,
tu vas travailler dans un milieu qui est complètement différent, qui est un supermarché, hein, d'accord, avec des fonctions aussi, des responsabilités un peu différentes que les précédentes. Comment ça se passe à nouveau, Niall, avec ton implant? Est-ce que tu entends à 100% avec ton implant? Qu'est-ce que ça change, l'appareil auditif versus l'implant pour toi? Et moi, j'ai eu mon opération, c'est en août 2001. Donc, je fais l'opération, mais c'est 3 mois après qu'on programme. Ça veut dire que je commence à entendre. Donc, c'était vers le mois de décembre que je commençais à entendre. D'accord. C'est vrai qu'on commence à entendre beaucoup de sons, beaucoup. Mais ça a pris du temps pour que mon cerveau apprenne c'est quoi ce son-là. Ça veut dire, c'est pas qu'on m'a programmé, j'entends parfaitement bien. Non, ça a pris des mois, des années pour faire fonctionner mon cerveau pour qu'il puisse apprendre les différents sons. Je dois apprendre les sons pour pouvoir comprendre la parole. Oui. Donc, moi, mon emploi en 2002 à l'Intermarché, ça a commencé au début de 2002. Donc, au début, c'était pas facile encore. Oui, c'est vrai que j'entendais mieux que les appareils auditifs, mais je comprenais pas à 100%. D'accord. Donc, et avec l'implant, et c'est vrai, mais il faut que ça, c'est même jusqu'à présent, maintenant. J'entends très bien maintenant, après que j'ai appris les sons, mais il faut que ça soit un environnement calme. Une fois qu'il y a du bruit, je suis zéro. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, ça ne m'aide pas. Il faut que ça soit calme. Par exemple, au téléphone maintenant, je suis très bien. Par exemple, dans un bureau, ça peut être un peu de bruit, mais ça vient de loin. Je suis correct. Dans un restaurant, je suis correct. Mais si le bruit vient de très proche et les autres personnes, par exemple, leur voix est plus grave que la voix de la personne qui me parle, ça c'est pas facile. Oui, je comprends. Donc tu à parlais... l'Intermarché, moi, mon bureau, c'était au sous-sol. Et je faisais du travail de bureau, du filing, la facturation, des appels au téléphone. Je faisais les factures, les chèques, différents travaux. OK? Et quand il y avait aussi, ça veut dire, quand j'étais au bureau en bas, c'était correct parce que c'était moi et une autre personne au bureau. Et parfois, il nous venait, par exemple, le gérant, une caissière, un commis qui a un problème en haut, donc il venait en bas, au bureau, parler avec nous. Si je suis seule au bureau, ça se déroule très bien. Je comprends tout ce qu'il veut me dire et qu'il veut m'expliquer. Mais sauf que si il y a une troisième personne au bureau qui est en train de parler au téléphone ou qui parle avec quelqu'un d'autre, là, ça, c'est parfois, ça me causait un problème à comprendre. Mais je faisais, oui, c'était à moi. Je faisais, par exemple, je lui demandais au monsieur, attends un peu que l'autre personne finisse, ou bien je lui prenais dans un coin pour mieux comprendre le problème. Alors, c'était toujours moi qui devais travailler, c'est moi qui comprend ma situation et comment réagir pour bien comprendre. Ce que tu m'expliquais, Niall, d'ailleurs, là-dessus, c'est qu'au fur et à mesure de ta vie professionnelle, tu as comme développé une meilleure connaissance, des stratégies supplémentaires et tout ça. Hein. C'est ça que tu m'expliquais. Oui, chaque personne, il y a des stratégies fixes, mais c'est chaque personne adapte les stratégies selon ses besoins. Oui, d'accord. Oui. Est-ce que tu me parlais aussi, c'est intéressant de regarder, puisqu'on parle de communication, des relations avec les collègues. Hein. Est-ce que tes collègues, tu leur en parlais, tu leur expliquais ta situation ou comment tu fonctionnais? C'est ça ce que la personne qui travaillait avec moi au bureau, elle connaissait mon problème auditif. D'accord. Mais souvent, je devais monter au supermarché
pour voir le problème, parler avec la caissière, avec le commis, avec le gérant, avec différentes personnes. Mais ça, c'était des situations rares. OK. OK? Alors, quand il se passe un problème comme ça, mais par exemple, une caissière, je ne suis pas tout le temps en contact avec elle, un commis. Et moi, en ce temps-là, c'était le début de mon implant. Je n'expliquais pas. Ça veut dire une personne que je suis en contact avec elle rarement, je n'expliquais pas mon problème. Ça veut dire quelqu'un me parle et je n'ai pas compris. Je dis, excuse-moi, répétez s'il vous plaît. Ouais, Mais je je ne comprends. disais pas répéter parce que je suis malentendante, j'ai un implant, je ne racontais pas toute l'histoire. D'accord. Alors, c'est selon la situation. Si c'est quelqu'un que je suis en contact avec souvent, alors je sais qu'il faut expliquer pour qu'ils comprennent. C'est pas juste une seule fois qu'on se croise. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais OK. avec le temps, ça s'est bien déroulé. J'avais, oui, des problèmes, des obstacles, mais j'ai passé par ça. D'accord. Est-ce que du côté de tes employeurs, peu importe qui au sein des employeurs, ils ont changé des choses pour t'adonner aussi après, tu es allé travailler dans une banque, puis tu as travaillé dans une petite organisation aussi, hein, tu m'expliquais ça l'autre fois. Est-ce que dans toutes tes différentes expériences, à un moment donné, l'employeur a comme fait de quoi pour pouvoir faciliter aussi ton travail d'une certaine manière? Non, pas vraiment. Par exemple, parce que moi, le travail que je faisais, c'était jamais comme service à la clientèle. Par exemple, mon D'accord. emploi qui est après, c'est à BDC en 2006 à 2007. Ça, c'était au bureau, le grand bureau chef de BDC, mais c'était plutôt travail sur l'ordinateur, entrée des données, correction OK. des données. Donc, moi, toujours, je choisissais l'emploi où il y avait le moindre possible le service à la clientèle. Oui, Pour ne volontairement. pas être en contact avec des personnes et me sentir mal à l'aise. C'est comme ça que ça a commencé ma carrière. C'est les débuts de l'implant. Je n'étais pas encore habituée ça veut dire faire des activités trop sociales. D'accord. OK. Alors, ça s'est bien passé à BDC, mais la chose, c'est qu'on était une salle où il y avait plusieurs personnes. OK, Chacun comme sur son beaucoup de bureaux. ordinateur. Oui, mais chacun avait sa job. Ça veut dire chacun travaillait sur son ordinateur, faisait son travail. Donc, on ne devait pas échanger quelque chose, parler de quelque chose. On n'avait pas besoin. Chacun fait sa job et au revoir. Mais j'avais juste ma patronne. Ma patronne, elle, je lui ai expliqué dès le début. C'était OK. une très gentille femme, très calme, gentille. Elle a pris beaucoup de patience avec moi, me parlait calmement, faisait attention de toujours me regarder pour que je puisse faire lecture labiale si je ne comprends pas. Elle était très bonne. Avec elle, je lui ai expliqué. D'accord. Mais je n'ai pas subi d'autres obstacles dans cet emploi-là, mais je sais que c'est plate d'être toujours moi et l'ordinateur. Il fallait que je commence à m'habituer, parce que je commençais à entendre bien, m'habituer à être plus sociale et apprendre à comprendre le monde. Oui, je comprends. Un défi. Merci beaucoup, Niall, hein, de ton témoignage très parlant. Je vais finir maintenant déjà, le temps passe, avec Andréane. Donc, Andréane Forest. Donc, bonjour Andréane. Bonjour. Donc, Andréane, toi, tu es conseillère main-d'œuvre au Cébogim. En fait, c'est un service spécialisé de main-d'œuvre personnes handicapées qui est situé en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Donc, avec toi, on va regarder la question sous l'angle d'une personne ressource qui intervient de l'extérieur, hein, de l'entreprise. Donc,
comme une forme de wrap-up. Est-ce que, avec ton expérience d'intervenante, tu pourrais nous dire si finalement toutes les personnes en situation de handicap ont besoin d'adaptation, de mesures d'adaptation? Les autres panélistes l'ont brièvement mentionné, mais une personne peut être en situation de handicap, vivre avec un handicap ou des limitations et ne pas nécessairement avoir besoin d'adaptation ou d'accommodement dans son milieu de travail. Par contre, tous les employés ont besoin d'être intégrés, de se sentir inclus et d'être accueillis dans un milieu de travail. Puis pour moi, là, il y a une différence. Et il y a un début de travail qui se fait pour l'employeur parce que quand on travaille son intégration, l'inclusion de nos nouveaux employés, cette rétention-là, dès le premier jour, dès le début du processus dans les offres d'emploi, par exemple, on enlève beaucoup d'obstacles, puis à la fin du processus, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'accommodements qui doivent être mis en place parce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en place là, dans l'organisation pour que les employés, les futurs employés puissent, dans le fond, être les meilleurs employés possibles pour leur poste avec tous les outils qu'ils ont besoin. De façon préventive, en fait, hein, c'est ça que tu nous dis. Exactement. Oui, exactement. On ne peut pas aborder cette question sans parler des coûts, hein, de façon très, très concrète. Est-ce que tu peux nous parler des coûts des mesures d'adaptation, Andréane? Oui, je vous dirais que ça, je vais avoir l'impression que je me répète beaucoup, mais il y a beaucoup de mesures d'adaptation qui, dans les faits, ne sont pas chiffrables, ne viendront pas avec une facture claire et nette après, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations qui doivent être faites au niveau de l'encadrement, des attentes au niveau du rendement, puis des fois des petits changements dans l'environnement de travail. Madame Barry l'a mentionné, là, par exemple, pour que quelqu'un qui a de la misère au niveau des sons, que ce soit parce qu'ils ont des limitations auditives ou au niveau de la sensibilisation à l'environnement, l'endroit où on positionne le bureau de travail fait toute une différence. Donc, ce type d'adaptation-là, ce n'est pas chiffrable parce que ça ne va pas rien coûter à l'entreprise de faire ça, mais ça va faire une grande différence au niveau de la rétention puis du maintien de cette personne-là en emploi, par contre. Mais c'est sûr qu'il y a des adaptations qui demandent des sous. Les plus grandes, c'est au niveau de l'accessibilité. Hein. On parle d'ascenseur, de rampe d'accès, ces choses-là. Mais moi, je parle toujours de deux types d'adaptations. Il y a les adaptations physiques pour les situations de handicap qui sont claires, nettes, précises, qui souvent évoluent peu ou pas dans le temps. Quelqu'un en chaise roulante, qui a une chaise roulante depuis la naissance, n'aura pas de chaise roulante. La chaise roulante ne va pas s'en aller là, durant l'emploi. Donc, un coup que l'adaptation est faite, c'est terminé, c'est présent, on a fait le travail. Il y a d'autres adaptations qui, elles, souvent coûtent moins, mais qui doivent être maintenues parce que c'est des handicaps qui sont moins visibles. Santé mentale, troubles du spectre de l'autisme, par exemple, la neurodiversité. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne coûtent pas aussi cher, mais qui doivent être maintenues à plus long terme pour s'assurer que ces problèmes-là, qui sont plus cycliques, là, qu'on puisse toujours intervenir lorsqu'ils réapparaissent. Oui, c'est ça. Tu me disais un coût moyen. Peux-tu nous donner ce coût-là? C'est intéressant. Pas un coût moyen, mais en général, c'est… Honnêtement, là, c'est souvent moins de 500 $. OK. Je vous dirais que souvent, moi, ce que j'entends, c'est chaise assis debout pour des caissières, des caissiers, des commis. Des chariots de transport adaptés au niveau de la manutention pour que les personnes puissent ajuster le niveau du chariot et qu'ils n'aient pas à déplacer de charges trop lourdes. C'est souvent des outils de travail qui vont aussi être mis en place dans des initiatives de bien-être au travail. Par exemple, dans les dites aires ouvertes qu'on avait beaucoup avant la pandémie, là, des oreilles pour couper le son. C'est une adaptation qui ne coûte pas cher, mais que pour une personne qui est en situation de handicap peut faire une grande différence. Je pense à Nia, au témoignage qu'elle nous avait fait sur justement l'avoir un bureau avec d'autres personnes là. Est-ce que tu peux nous résumer aussi, nous ramasser, finalement, c'est quoi les grands types d'adaptation les plus fréquentes, si tu veux, les mesures les plus fréquentes dont les gens ont besoin? Je vous dirais que les mesures les plus fréquentes, ça nous ramène vraiment au processus de ressources humaines, c'est au niveau de l'intégration et de l'inclusion de la personne. C'est rencontrer les futurs employés, c'est être curieux et leur poser des questions. Qu'est-ce que nous, en tant qu'employeurs,
peut-on faire pour que vous, cette future employée-là, soit le meilleur employé possible? Qu'est-ce que vous avez besoin pour mener votre tâche à bien? Puis s'assurer que notre processus d'intégration au travail fasse du sens. Puis je vais développer un petit peu l'idée, c'est-à-dire que, surtout en pénurie de main-d'œuvre, on a tendance à se dire j'ai besoin de quelqu'un qui rentre au travail et demain matin complètement fonctionnel, qui est capable de prendre la balle au bon et d'acquérir la tâche sans problème, puis de faire la tâche là, dans une semaine. Dans la réalité, si on prend le temps de bien intégrer quelqu'un avec ses forces, ses faiblesses, de s'asseoir avec lui, de lui poser la question, souvent, les accommodements qui auraient dû être donnés à la fin, on n'a pas besoin de les donner parce qu'on se rend compte que, par exemple, avec cette personne-là, il faut développer une routine ou intégrer une nouvelle tâche graduellement. On le fait pendant la période d'intégration, puis on n'a pas besoin de le refaire là, 3 ou 6 mois plus tard quand on se rend compte que la personne n'est pas capable d'atteindre les objectifs de rendement qu'on lui avait donnés. Oui, d'accord. Donc, des choses qui concernent beaucoup les RH, puis tu insistes beaucoup sur l'accueil et l'intégration. Les gens ne connaissent pas forcément les SSMOPH, Andréane, donc c'est quoi l'accompagnement en lien avec les adaptations plus précisément que vous pouvez fournir? C'est quoi les exemples de soutien que vous fournissez? Puis, la question des ressources aussi est vraiment importante, on l'a déjà un peu abordé avec tes collègues. Oui, dans le fond, les organismes, les CEMO, nous, on couvre le territoire qui est la Gaspésie, les îles, mais il y en a dans d'autres régions du Québec. Ouais. Ce qu'on offre comme service, c'est un accompagnement, tout d'abord là, centré sur la personne qui vit avec des limitations. Donc, pour l'accompagner, on part des fois même de pré-recherche d'emploi. Donc, apprendre à se connaître, la lettre de présentation, le curriculum vitae, on a touché brièvement, mais nous, on discute beaucoup de quand et comment divulguer son handicap, sa limitation aussi. Ça, c'est un travail qu'on fait avec les personnes qui sont en situation de handicap. Par la suite, on les accompagne. Donc, certaines personnes ont besoin de plus d'accompagnement dans le processus d'embauche. Des fois, être présent en entrevue, ce n'est pas le cas de tout le monde, de comment nommer nos besoins, s'il y a exactement des examens, des lectures à faire, etc. Puis, certains cas, on va accompagner l'employeur à intégrer cette personne-là selon plusieurs volets. Donc, on a un volet qui est vraiment le classique, qui a une subvention où on va vraiment aider monétairement à intégrer, adapter le poste pour cette personne-là pour le maintenir en emploi. Mais dans plusieurs cas, on n'ira même pas jusqu'à devoir, là, dans le fond, aller chercher une subvention parce que si on fait le travail correctement au niveau de l'intégration, si on établit un plan avec l'employeur pour encadrer cette personne-là qui vit avec une limitation, des fois, on n'a pas besoin de rajouter des sous pour aller chercher des outils parce que les outils étaient déjà présents là, dans l'organisme. Oui, d'accord, parfait. Donc, quand tu disais, par exemple, que pour les adaptations de type architectural, ça, est-ce que, par exemple, c'est des choses qui peuvent être soutenues financièrement par l'État, Andréane, ces affaires-là? Oui, exactement. Donc, ces adaptations-là de type architectural, donc ascenseur, on parle de rampe d'accessibilité. Il y a des subventions au niveau des gouvernements qu'on peut aller chercher. Donc, nous, on les aide là-dedans. Parfois, nous, on va aussi chercher des subventions, donc vraiment des sous pour que la personne ait un outil spécifique. Madame Rousseau en a brièvement parlé. Là, elle avait besoin d'outils spécifiques à certains moments de sa vie. Donc, nous, des fois, on va chercher des outils spécifiques pour les personnes. On va compenser un petit peu. On sait que donc la RAMQ, l'assurance maladie québécoise, couvre certaines choses, mais des fois pas en emploi. Donc, des fois, nous, on fait le gap aussi à ce moment-là. Donc, il y a quand même une limite. Là. Je ne pourrais pas dire que le gouvernement a de l'argent pour tout le monde. On a des évaluations à faire avant d'aller chercher ces sous-là, mais donc ça prend un certain temps, mais c'est toutes des choses qu'on peut faire. D'accord. Pour l'évaluation des besoins, pour terminer, Andréane, je pense que vous pouvez aussi jouer un rôle d'intervenant pivot vis-à-vis d'autres types de ressources spécialisées, il me semble. Oui, exactement. Donc, des fois, on va jouer le rôle d'intervenant pivot là, avec l'équipe de centre de réadaptation, avec le travailleur social, avec les ressources humaines pour vraiment s'asseoir
et s'assurer là, que cette personne-là est bien intégrée. Ça peut aller dans certains cas, si la personne le désire, jusqu'à ce qu'on accompagne l'individu ou qu'on organise une présentation de sa limitation puis de ce que ça implique dans le milieu du travail. Pour certaines personnes qui travaillent en équipe, dans certains milieux de travail spécifiques, ça peut être nécessaire. Je pense à des gens, moi j'ai des participants qui sont surspécialisés, ils font par exemple des travaux techniques de soudure, ils ont des limitations visuelles. Il faut que le reste de l'équipe soit au courant pour pas qu'il arrive d'accident. Donc, dans ce temps-là, on les accompagne pour que soit eux fassent la présentation, soit que nous, on fasse la présentation ou qu'un autre intervenant fasse la présentation, mais c'est le genre de service qu'on peut faire. C'est ça, le travail auprès des collègues qu'on évoquait déjà, et puis les enjeux de santé, sécurité, travail aussi, dont tu parles là, effectivement. Oui. Merci, Andréane. On va arrêter là pour les conversations directes. Je vais rentrer déjà dans la période de questions. Le temps passe toujours très vite. Donc, on a retenu, il faut que vous le sachiez, les questions qui sont vraiment en lien direct avec le thème des adaptations. Déjà, une question pour Daniel. Alors, as-tu rencontré des situations pour lesquelles l'entente avec l'employeur n'a pas permis de proposer un poste en adéquation avec les limitations? Ben, ça m'est arrivé. Oui, vas-y, Daniel. Ça m'est arrivé la semaine passée, malheureusement, dû aux limitations fonctionnelles, puis on n'a pas trouvé d'emploi convenable pour la personne. À ce moment-là, j'ai fait le lien avec la CNESST, puis la personne en question va être. Ils vont trouver une manière de lui donner de la formation pour qu'elle s'engage dans un travail qui est moins physique, qui est plus assis. C'est malheureux, mais malheureusement, on peut pas adapter 100% des cas comme ça. Oui, OK. Mais la personne, tu ne la laisses pas elle-même, là. Non, j'ai resté en contact. Je lui ai dit, tu m'appelles quand tu veux. Puis... D'accord, parfait. Peut-être une question pour Andréane. Donc, y a-t-il des programmes gouvernementaux pour adapter les postes pour les femmes, personnes en situation de handicap, nouvelles entrepreneurs? C'est très pointu comme question. Ça doit être la situation de la participante. Oui, en fait, ça existe. On accompagne des gens. Je sais que le CEMO en Gaspésie-les-Îles a plusieurs participants qui sont des entrepreneurs qui ont leur propre entreprise. Donc, il y a des programmes gouvernementaux. En ce moment, malheureusement, il n'y a pas de programmes gouvernementaux qui s'adressent complètement à ces personnes-là, mais la situation des entrepreneurs est prise en compte, entre autres, là, dans le contrat d'intégration au travail que propose le gouvernement du Québec. Donc, ce que je vous dirais dans ce temps-là, c'est de contacter votre CEMO local, de faire la demande de service, puis de discuter de votre situation là, avec eux, voir ce qu'eux peuvent vous offrir. D'accord, parfait. Caroline, une question pour toi. Est-ce que vous offrez à Hydro donc, des stages adaptés pour des personnes de niveau FP? Donc, et puis, donc, un peu dans la continuité des adaptations pour des métiers plus manuels. Vous avez t'as des exemples de ça? Donc, oui, plus à un profil professionnel, là. Oui, absolument. C'est arrivé aussi avec les écoles de formation. On a à l'interne des personnes qu'on embauche, par exemple, avec une surdité qui peuvent avoir des métiers professionnels. Donc, essentiellement, c'est possible quand le candidat nous fait part de ses besoins. Puis, il y a aussi un CEMO qui l'aide ou son école de formation professionnelle où c'est encore plus facilitant. Donc, oui, c'est possible. Oui, vous avez des métiers manuels à Hydro quand même. Bien sûr, oui. C'est ça. OK, donc des adaptations pour ce type de métier, vous en faites aussi. En cours de parcours également, hein? Donc, pour nos employés qui viennent en situation de handicap. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Pour leur maintien en emploi, justement. Ouais. Quoi faire pour devenir une entreprise adaptée? Pour la personne, c'est moi qui vais répondre à cette question plus tard. Donc, on reviendra là-dessus. Dans des grosses organisations publiques syndiquées, quel rôle les représentants syndicaux jouent ou devraient jouer? Peut-être, Daniel, compléter ce que tu as déjà dit là-dessus.
toi, tu es quand même très proactif comme conseiller syndical. Est-ce que c'est généralisé cette affaire-là ou comment tu… Ben, je te dirais qu'au niveau de l'organisation pour laquelle je travaille, oui, c'est comme ça. Je ne peux pas parler pour les autres organisations syndicales, Ouais. mais non, c'est important là, parce que c'est quelqu'un qui se blesse au travail, tu sais, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est un deuil. Hein? La personne ne peut plus faire le travail pour lequel elle voulait le faire, puis souvent, ben, ça va hypothéquer le reste de sa vie. Fait que c'est sûr que je me sens toujours impliqué là, dans ce genre de situation-là. Oui, oui, d'accord. Est-ce que peut-être, Andréane, toi qui as vu beaucoup de mesures d'adaptation, les possibilités d'adaptation pour des personnes qui ont une diminution de l'endurance générale. Donc ça, c'est un type de limitation là, plus particulier. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, je vous dirais qu'au niveau de ces limitations-là, la première étape qu'on a toujours, c'est une rencontre avec l'employeur pour parler des attentes au niveau du rendement, puis des attentes au niveau de l'exécution des tâches. Donc, en endurance, ça peut affecter le nombre de tâches, donc le nombre de fois que je peux exécuter un mouvement, mais ça peut aussi affecter ma capacité de travailler dans le temps. Donc, d'aller chercher un horaire à temps partiel au lieu d'un temps plein dans certains cas. Donc, quand on parle d'endurance, vraiment la première chose à faire, c'est une évaluation aussi au niveau des effets que ça a, puis de l'adaptation qu'on a avec l'employeur dans ce cas-là. À plus long terme, parfois, c'est d'aller chercher des outils qui permettent d'être moins affecté par ça. Je vais être tannante, là, mais une chaise assise debout et un chariot pour transporter du matériel, il y a beaucoup, beaucoup de milieux qui n'ont pas ça et ça l'évite beaucoup de blessures, mais ça permet à nos employés souvent de travailler mieux, plus longtemps et avec moins de conséquences. Donc ça, c'est des petits outils, souvent à moins de 200 $ qu'on peut aller chercher facilement puis qui permettent à la personne de travailler des fois avec un horaire régulier parce que je pense au commis, on n'a plus besoin de traîner des boîtes, on n'est plus toujours en train de se pencher à terre pour ramasser des charges lourdes et les mettre là, dans des étagères, par exemple. D'accord. Il y a une grande question pour Christine. Elle n'est pas là à titre de commission des droits de la personne, donc je ne suis pas très à l'aise de lui poser cette question. Oui, c'est ça, elle est plus là à titre de personne à titre personnel, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, je vais essayer de répondre à cette question moi-même aussi par la suite, comme pour l'entreprise adaptée. Avez-vous mais peut-être que tu as quand même une idée intéressante là-dessus, Christine, comme personne en situation de handicap. Est-ce que tu vois, on a entendu Daniel, mais est-ce qu'il y a un travail de ton point de vue à faire pour avoir été dans des milieux syndiqués aussi, auprès des syndicats pour la question des adaptations? Comment tu vois ça, personnellement, là, plus à titre personnel? Oui, bien, effectivement, je pense que ça dépend du niveau de proactivité de chaque syndicat. Ça varie, on ne le sait pas à l'avance. Ouais. Mais effectivement, oui, je pense que ça peut faciliter. On peut, je pense que si on travaille encore une fois en amont, en prévention, et que ce ne soit pas juste dans le cadre d'un grief, qu'on soit obligé de finalement de faire intervenir le syndicat seulement parce que là, on est rendu à un point où on considère que c'est plus un refus d'accommodement que d'autres choses, bien là, je pense qu'effectivement, si on pouvait travailler plutôt en amont, puis l'avoir aussi, avoir un accompagnement peut-être de cette nature-là, c'est pas nécessairement obligé d'être à chaque rencontre, là, mais parce que, bon, ils ont quand même une vision un petit peu plus d'ensemble. Ils peuvent avoir vécu d'autres accompagnements avec d'autres employés qui ont aussi fait des demandes d'adaptation. Alors, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un acteur de plus pour travailler justement en amont pour faire en sorte que les choses avancent bien. D'accord. Caroline, toi, avec ta posture d'employeur, comment tu vois cette histoire de rôle et responsabilité des syndicats de façon complémentaire? Je crois que c'est de façon complémentaire, comme tu viens de le mentionner. Et puis, ils ont définitivement un rôle important à jouer avec nous. Puis je pense que ça se fait en collaboration. C'est évolutif avec tous les membres de l'organisation. Donc, clairement,
c'est très positif. On a beaucoup à apprendre aussi de chacun des parties. Oui, d'accord, les parties prenantes. Ouais. Des questions pour toi, Caroline, la procédure et aussi peut-être Andréane, là, après, de façon complémentaire, une procédure d'adaptation ergonomique. Comment ça existe chez vous à Hydro, cette affaire-là? On va passer par le pôle médical, le pôle de Ouais, santé. ok. Et puis, par la suite, il va y avoir vraiment des adaptations personnalisées. Si c'est une visite en milieu de travail, à la maison. Maintenant, on a eu le défi. Il y a des personnes qui travaillent à la fois en télétravail, au Bon. bureau, à la maison. Donc, il faut adapter les deux milieux, évidemment. Donc, tout à fait, on a des personnes spécialisées qui sont interpellées pour pouvoir agir sur ces dossiers-là. Andréane, de ton côté, par rapport à ce besoin d'adaptation ergonomique, qu'est-ce que vous faites, vous, comme SSMOPH? Effectivement, là, nous, on va aussi partir du médical, donc d'une recommandation d'un médecin. Après ça, Ok. moi, je vais voir dans le milieu avec l'employeur qu'est-ce qu'il y a de disponible. Est-ce que les tapis sur lesquels on peut travailler là, quand on est commis, par exemple, sont mis dans le backstore et ne sont pas utilisés parce que c'était tendance pour le ménage puis on pourrait les ressortir? Si on voit qu'il n'y a rien d'autre dans l'environnement immédiat qui pourrait avoir un impact, donc là, on va aller chercher là, au besoin une évaluation en ergothérapie. Ou si l'outil est très, très clair parce que la personne a déjà utilisé, parce qu'on a un rapport du médecin, parce que la condition de la personne est stable, puis que l'évaluation en ergothérapie prendrait trop de temps ou coûterait trop cher, des fois, on a l'autorisation d'aller chercher directement l'outil là, puis de le subventionner. Oui, d'accord, parfait. Il y a des gens qui ont été intéressés, Caroline, par le fait que vous ayez une ressource TES. Donc, c'est quoi le point de départ d'avoir recruté une ressource TES pour enrichir votre équipe? Il y avait plusieurs points de départ, en fait, d'avoir des outils concrets au moment, lors du besoin. On a un bon accompagnement des CEMO, des centres de réadaptation. Parfois, il y a des changements d'état dans la vie de la personne, puis parfois, elle n'a pas nécessairement des services à ce moment-là d'un organisme externe. Donc, nous, ça nous permettait d'être très réactifs en temps réel, mais aussi parce qu'on élabore un programme là, pour les personnes en situation de handicap avec une déficience intellectuelle ou non scolarisée. Puis, on veut avoir quelqu'un au sein de l'organisation qui va vraiment avoir à chaque jour un œil, un petit ange gardien là, sur ces personnes-là qui peuvent avoir des besoins plus particuliers, puis l'accompagnement au niveau des gestionnaires, au niveau des équipes, au niveau des changements de tâches, et puis de nous aider à faire le pont là, avec les différents organismes externes. D'accord. Je vois le temps qui passe, donc je regarde un peu les questions. Il y a des questions, on y répondra par la suite. Peut-être Andréane. Oui, vas-y, Andréane, je t'en prie. Oui, en fait, si je peux me permettre, là, Vas-y. pas sur ce que Caroline, désolée, Madame Lebeau a dit, là, on utilise beaucoup l'outil d'évaluation de rendement de manière punitive en ressources humaines, ou pour monitorer l'évolution d'un employé, mais l'évolution de son rendement positif, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Moi, j'aime beaucoup qu'on utilise l'outil d'évaluation de mi-probation, probation annuelle pour monitorer la relation, les états cycliques, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à travers les changements de tâches, à travers l'évolution de la personne dans la compagnie. Fait que souvent, quand on fait des suivis de rendement, quand on fait des évaluations de rendement, c'est aussi un bon moment pour se poser la question avec notre employé, qu'est-ce que moi, en tant qu'employeur, je peux faire de différent? Puis est-ce qu'il y a une manière, comme employé, que tu pourrais me suggérer que je peux mettre en place pour que tu sois le meilleur employé possible puis que ça aille mieux pour toi au travail, que tu sois mieux équipé? De miser sur les forces, hein? Oui, pour aller plus loin dans les compétences. Ouais. Les capacités, oui, c'est ça. Ouais. On parle, il y a des gens qui sont préoccupés, qui ont, admettons, des situations de sclérose en plaques ou des choses comme ça, qui sont plus des handicaps invisibles et puis aussi des maladies qui changent, là, qui progressent. Est-ce que c'est une question différente quand on parle des adaptations pour des personnes? Et puis, Nihal en parlait d'une certaine manière aussi avec sa situation de handicap. Là, la surdité, ce n'est pas quelque chose qui se voit comme ça directement. Donc, est-ce qu'on traite les adaptations? Il y a des enjeux différents au niveau des adaptations pour les personnes. Peut-être Andréane pour commencer, puis je vais peut-être faire le tour avec tous mes invités là-dessus.
Oui, je pense qu'il y a des enjeux vraiment différents, surtout au niveau de la sensibilisation en tant que population à ces enjeux-là. On a tous été extrêmement sensibilisés par exemple, personnes avec une chaise roulante, les personnes non-voyantes qui utilisent une canne, donc on les reconnaît maintenant, ces signes-là, mais les handicaps qui sont non visibles, donc implant cochléaire, par exemple, j'ai mal dit ça, désolée, la santé mentale, c'est des choses qui, au niveau de l'adaptation, il faut faire des rappels constants. Il faut qu'il y ait une façon de ne pas oublier que même si la personne nous apparaît comme étant sans limitation, elle peut vivre au quotidien des obstacles dont on ne réalise pas. Moi, je pense qu'en ce moment-là, c'est se rappeler que c'est important de rencontrer nos employés régulièrement dans des endroits opportuns pour avoir des discussions ouverte et courageuse, puis se poser la question, qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de faire ton travail? Est-ce qu'il y a une situation, par exemple, des rénovations dans une bâtisse qui crée de la poussière et du bruit qui t'empêche de bien travailler? Puis on ne pourra pas poser ces questions-là si tout ce qu'on fait ou la seule moment où on rencontre nos employés, c'est dans un corridor ou à la cafétéria. Il faut vraiment avoir des rencontres individuelles avec eux là, pour avoir réponse à ces questions-là. Merci, Andréane. On va malheureusement arrêter là. Les questions qui n'ont pas été répondues, je tenterai personnellement d'assurer un suivi de ça. Là, on a les noms des personnes qui ont posé la question. Donc, Delphine, bien prendre les questions, l'ensemble des questions. Je veux terminer, ça passe trop vite, hein, toujours, en vous remerciant énormément, mes 5 invités, les participantes et participants au webinaire, puis quelques éléments complémentaires. C'est important pour nous que vous nous fassiez une rétroaction, les participants, sur le webinaire. Donc, vous avez déjà un hyperlien dans votre boîte là, pour l'évaluation, mais vous allez recevoir aussi par courriel le formulaire d'évaluation. Donc, comme on a enregistré le webinaire pour le rediffuser ultérieurement, vous allez recevoir cette version du webinaire à nouveau, si vous voulez le partager, et également un document complémentaire là, dont on parlait un tout petit peu au début du webinaire. C'est un webinaire qui est le 2e d'une série de 4. C'est déjà la saison 2 pour le CCPH. Donc, le prochain aura lieu au mois de décembre et on va traiter des représentations sociales. Donc, un sujet qu'on a un peu abordé, je vous dirais aussi aujourd'hui d'une certaine manière. Si vous voulez être au courant de nos activités, bien sûr, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, là, Facebook et LinkedIn. Et aussi, nouveauté cette année, à partir des 6 webinaires qui ont déjà eu lieu, on est en train de tirer petit à petit des capsules très courtes de quelques minutes, donc qui centralisent un peu les faits saillants sur chacun des thèmes traités. Donc, ça peut être des capsules aussi intéressantes. Donc, pour terminer, finalement, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée et on se retrouve peut-être au mois de décembre. Merci. Donc, mes invités, on se retrouve dans 2 minutes, d'accord? Merci, Pascal. À tout de suite.